Elle s'est vraiment engagée. Elle a participé à plein à la transposition dans le domaine civil de la DPE. Et nous espérons que ceci profitera à l'ensemble des citoyens. Nous pensons que Mme Reding devra rester engagée sur ces deux instruments et également devra faire preuve du même engagement sur la directive violence de genre. Nous allons présenter une initiative législative en plénière à cet égard, mais espérons que la Commission nous soutiendra. Et nous espérons que tous les points que nous avons soulignés au fil des négociations, au cours de la préparation de la directive DPE et OPE, seront véritablement fusionnés en un texte consolidé qui sera véritablement la solution à des problèmes les plus aigus et plus délicats de l'Union européenne. 50% des citoyens de l'Union souffrent de violences de genre, ne l'oublions pas. Merci. Parvanova, et enfin le dernier rapporteur, M. Lopez Istúriz White. Muchas gracias, Presidenta. Merci, Madame la Présidente, et merci à tout ce que l'on a, tout ce qu'a Madame Reding, de tout ce qu'elle fait pour la cause des femmes. Et nous sommes donc en train d'arriver au bout des travaux sur ce rapport. Je suis sûr que l'on transmettra nos remerciements à Madame Reding. Comme mes collègues l'ont dit, Madame Bilbao en particulier l'a dit, tout dépendra de la manière dont tout cela sera transposé dans les États membres. Et nous ferons tout pour que ça se fasse correctement. Je partage avec Madame Romero de la nécessité d'une meilleure définition de la violence entre les violences de genre dans l'Union européenne. À mon collègue britannique, je dirais que nous qui sommes juristes et qui travaillons à la commission juridique, nous respectons la common law britannique, mais je crois que nous avons quand même rendu service aux nombreuses touristes britanniques qui viennent dans mon pays et qui auront maintenant la même protection qu'au Royaume-Uni. Ils seront protégés par les autorités espagnoles et ça ira bien au-delà de ces petites questions de détail. Donc c'est vraiment un point en faveur de l'Union européenne, un point en plus. Moi, je suis père de 2 filles, je suis fier du travail de Mme Parvanova, des collègues de la commission femmes, pour qu'elles aient un avenir plus sûr dans l'Union européenne. C'est un travail commun, la commission des femmes à la commission jury. Parfois, on pense que la coopération est difficile. Eh bien, nous avons montré que nous sommes allés très facilement au-delà de cela et que nous travaillons dans le sens de l'aide à l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci. Je viens de prendre la présidence et je souhaite donc féliciter les rapporteurs de leur travail. Et nous allons maintenant clore ce débat avec l'intervention du rapporteur. Le vote aura lieu à midi. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est une question orale à la Commission sur les propositions législatives futures relatives à l'UE. C'est la Commission économique et monétaire qui pose cette question. Et nous allons donner la parole à Madame Bowles, qui est auteure de la question. Et je crois que c'est Monsieur Rehn, Monsieur le Commissaire, qui répondra tout à l'heure au nom de la Commission. Madame Bowles, vous avez la parole pour 5 minutes. Thank you, Commissioner. Merci. C'est la réponse de la Commission économique et monétaire à la question posée par la Commission sur la convergence. Tout d'abord, nous avons progressé avec le two-pack et le six-pack. On a également avancé pour l'union bancaire. Je sais que l'Europe doit continuer à lancer un certain nombre d'idées. Et d'ailleurs, le Fonds monétaire international nous avait dit la même chose. Mais le problème, c'est que cela sape ce que nous avons déjà fait et peut lancer des messages d'échec. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une application du 8-pack
avant que nous puissions avoir d'autres idées. La clarté est nécessaire pour toute valeur ajoutée vis-à-vis des mesures existantes. Il est donc peut-être le moment est peut-être venu de s'arrêter. Il faut peut-être pas aboutir même jusqu'à un 10-pack, ce serait peut-être un peu trop. Nous devons permettre aux parlements nationaux et au Parlement européen de comprendre que plus d'Europe, c'est au bénéfice des citoyens. Dans tous les rapports des parlements, nous disons que cela doit être compris, qu'il faut qu'il y ait solidarité. Néanmoins, très souvent, nous avons eu un manque de transparence, trop d'intergouvernementalisme entre un certain nombre d'États et donc les citoyens sont un peu restés en retrait. Je sais qu'on souhaite la méthode communautaire et nous soutenons la Commission dans cette requête, mais ajouter un autre gel des procédures n'est sans doute pas la meilleure façon d'établir un lien avec les citoyens. La communication de la Commission sur la coordination ex-ante n'a pas apporté de clarté à la valeur ajoutée de cette innovation, alors que nous avons déjà la stratégie 2020, le semestre européen, et que nous avons, ne l'oublions pas, les fonds de cohésion. Si nous voulons éviter plus de confusion et qu'on demande l'inclusion de tout autre instrument dans le cadre du semestre européen. Ceci permettrait plus de transparence et plus de contrôle parlementaire sur tout le processus. La Commission propose des accords contractuels entre le niveau européen et le niveau national pour encourager le processus de réforme au niveau national. Nous souhaitons un code de convergence au niveau européen afin que des réformes clés puissent être appliquées sur base d'encouragements qui seraient donnés. Ceci est mieux que des accords parce que ceci n'est pas possible entre ces différents niveaux. Il faut qu'il y ait plus de coopération, plus de capacité budgétaire pour faire face aux problèmes structurels auxquels nous sommes confrontés. Les fonds octroyés pourraient même être l'embryon d'un budget de la zone euro, ce qui permettrait de faire face aux chocs entre les pays de l'Union européenne. Mais la communication est également intéressante pour ce qu'il n'y a pas dans cette communication. Il n'y a pas un engagement vers une Europe plus démocratique. Dans tous les journaux en Europe, on parle de confiance dans l'Union européenne, mais nous constatons que maintenant, la Commission envisage d'avoir des fonds en dehors du budget communautaire, donc sans aucun contrôle parlementaire. Notre résolution fait des suggestions plus détaillées sur d'éventuels nouveaux instruments. C'est si il y a ces instruments et tous les États membres euro ou pas, programme ou pas, devraient pouvoir y accéder de façon volontaire pour qu'on puisse améliorer les capacités budgétaires. Une plus grande intégration de des décisions ex-ante doit également se fonder sur des statistiques solides, notamment la coordination budgétaire dans l'Union demande des données consolidées sur les comptes publics des États membres, que ce soit au niveau local, régional ou au niveau de l'État. Mais si il n'y a pas une implication totale du Parlement en tant qu'autorité législative et budgétaire, est tout à fait inacceptable. Merci. Au nom de la Commission, je vais maintenant passer la parole au commissaire Olli Rehn afin qu'il puisse réagir à cette question de Mme Bowles. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, il faudrait vous remercier de des questions tellement pertinentes. Nous nous félicitons du projet de résolution portant proposition législative dans le cadre de l'UM. Sur la trame de fond des perspectives économiques actuelles, nous devons renforcer, refonder l'Union économique et monétaire. Nous avons déjà renforcé substantiellement la gouvernance économique avec le soutien marqué du Parlement européen.
Cependant, il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Madame Bowles, la présidente de la Commission des affaires économiques, le soulignait il y a un instant. À très bref délai, nous devons rapiécer le secteur financier en Europe. Nous devons construire une union bancaire afin de renforcer la confiance et rétablir le robinet du crédit, la courroie de transmission pour les ménages et les entreprises, surtout les PME qui sont essentielles pour la création d'emplois. Autres éléments importants afin d'améliorer l'intégration économique. Eh bien, ces éléments se retrouvent dans la communication que nous publiâmes en mars. La coordination ex ante des grandes réformes de politique économique et le texte sur la convergence et l'instrument de compétitivité sont les exemples des mesures que nous entendons prendre. D'abord, il faut souligner la nature consultative de ces communications. Une communication, c'est lancer des idées, c'est poser des questions. Suite à cet appel à idées, nous avons reçu de la part des protagonistes, des parlements nationaux, du Parlement européen, des États membres, toute une série de réactions. Nous allons maintenant pondérer notre réaction. Le Parlement européen participera à plein à la configuration de toutes futures initiatives conformément aux dispositions du traité. Restons un instant sur le rôle du Parlement européen. L'objectif de la Commission est d'élargir le dialogue politique afin que ces initiatives puissent faire florès ici. Le Parlement pourrait par exemple inviter les autres institutions ainsi que le président de l'Eurogroupe afin d'évoquer les conclusions qui seront tirées au Conseil. Je trouverais également utile que le Parlement invite également les États membres à participer à des échanges de vues sur les grandes réformes de politique économique et explique ces politiques. Ceci permettrait la transparence, l'examen du public et créerait ce qu'on appelle le peer pressure, la pression par les pairs. Quant à ce que vous avez dit sur le Fiscal Compact, le traité budgétaire, le concept de coordination ex ante des grandes réformes économiques a été introduit par l'article 11 du traité. Ce traité budgétaire prévoit l'incorporation dans le cadre juridique de l'Union européenne de ces notions dans les 5 années à venir, c'est-à-dire depuis la date d'entrée en vigueur. Ces communications consultatives prévoient d'ailleurs cette coordination ex ante de la méthode communautaire. Je vais revenir un instant également sur la nature même des accords contractuels conclus au titre des instruments de convergence et de compétitivité. Ces instruments reposeraient sur les dispositions du traité, certes. Cependant, ces accords contractuels seraient également de nature politique. Les traités actuels ne permettent pas des contrats juridiquement contraignants. La conditionnalité indiquerait que aucun débours communautaire ou aucun recouvrement d'avoir ne serait prévu en cas de non-conformité. Ces réformes sont prioritaires, Monsieur le Président. L'objectif fondamental de cet instrument est de contribuer à un fonctionnement rapide et sans heurts de l'UEM. Ceci en accroissant la participation des États membres qui appliqueront des réformes spécifiques et en fournissant un soutien spécifique afin d'aider les États membres. Ces réformes profiteront non seulement aux États membres en tant que tels, mais à l'ensemble de la zone euro. Cette crise a montré qu'un manque de réformes peut avoir un effet significatif sur l'ensemble de la zone euro. Merci de votre attention. Je me réjouirai d'entendre votre avis sur ces futures propositions législatives concernant l'UEM. Merci, Monsieur Rennes. Nous allons maintenant entendre des orateurs au nom des différents groupes politiques. Et nous entendons tout d'abord, au nom du PPE, pour 4 minutes, Monsieur Gauzès, notre cher collègue Gauzès. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, les questions que pose aujourd'hui le Parlement sont des questions essentielles. Vous venez donner des éléments de réponse. Ces réponses permettent de juger le sérieux des engagements et la réalité de la volonté politique d'aboutir à une plus grande efficacité de l'action économique de l'Union européenne. L'histoire récente montre que si l'Union européenne s'est efforcée d'être réactive, les lacunes de l'organisation, notamment de la zone euro, ont été préjudiciables.
Les crises se sont cumulées et ont été traitées dans une certaine improvisation, faute d'existence d'instruments ou de moyens adaptés. Cette situation a eu notamment pour conséquence de suppléer les instruments communautaires inexistants par un recours systématique à l'intergouvernementalité. Il s'est ainsi créé une dualité de régime juridique qui ne doit pas perdurer. Il est urgent de revenir aux instruments communautaires et de se doter de ceux qui sont nécessaires pour réagir efficacement et mieux encore pour prévenir les situations dangereuses. Beaucoup de travail a néanmoins été fait et je tiens ici, Monsieur le Vice-président, à rendre hommage à votre détermination qui n'a pas été facile à mettre en œuvre du fait des résistances ou des réticences des États membres. Les deux communications de la Commission exposent les prochaines étapes du projet de réalisation d'une véritable union économique et monétaire. Ces communications, je le rappelle, font suite aux engagements pris en novembre 2012 par la Commission dans son projet et répondent à l'appel du Conseil européen et du Parlement. L'avenir de l'Union économique et monétaire sera à nouveau discuté lors de prochains sommets et nous pouvons espérer, ou nous souhaitons espérer, que des mesures concrètes soient ainsi proposées et définies. Les objectifs sont louables. Renforcer la coordination des politiques économiques et l'intégration économique dans la zone euro en conciliant une discipline stricte au niveau national et une solidarité au niveau européen. Permettre à l'Europe de progresser sur la voie de la compétitivité, de la croissance et de la création d'emplois. La question maintenant est de savoir comment ces éléments, ces intentions se traduiront dans la réalité et c'est la raison pour laquelle nous vous avons posé cette question. Je ne ferai pas de remarques sur l'ensemble des points, bien évidemment. La résolution est précise et apporte un certain nombre d'éléments qui sont des contributions utiles du Parlement. Je voudrais insister sur quelques petits points qui sont pour moi des points importants. D'abord, la coordination préalable des projets de grandes réformes de politique économique. Elle est indispensable. La mise en œuvre de mesures nationales dans les domaines qui relèvent naturellement de la dimension européenne est à éviter et est préjudiciable. On en a un exemple aujourd'hui avec la prolifération des lois bancaires nationales qui anticipent ce qui sera proposé par la Commission au mois de juillet ou au mois de septembre sur la réforme du secteur bancaire. Le fait que des États se dotent quelques mois avant de dispositions nationales spécifiques rend plus difficile la négociation ultérieure et l'harmonisation des réglementations. De même, il est nécessaire aussi de veiller au retentissement des politiques nationales sur les autres pays qu'il faut prendre en compte. S'agissant des instruments de convergence, de l'instrument de convergence et de compétitivité pour la zone euro, qui prévoit des arrangements contractuels, il mérite certainement d'être précisé, mais ne peut être rejeté dans son principe dès lors que l'objectif est de rétablir les équilibres macroéconomiques. À cet égard, nous souhaitons l'application du principe de conditionnalité au déboursement des fonds. Sans mise en œuvre des réformes programmées, il ne peut y avoir de contribution européenne. Les compétences respectives au niveau national et au niveau européen doivent être respectées. Le contrôle démocratique doit être assuré sans chevauchement. Les parlements nationaux doivent être impliqués au niveau national dans le cadre de la procédure législative ordinaire et il appartient au Parlement européen de veiller au contrôle démocratique du niveau européen. À cet égard, les réunions que vous suggérez et qui déjà sont mises en œuvre constituent certainement un premier pas dans une harmonisation des positions. Enfin, je voudrais dire qu'il est important de renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire et de créer, par exemple, un tableau de bord social et de l'emploi qui permettrait d'éclairer les discussions du semestre européen. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gauzès. Au nom du groupe socialiste, Madame Elisa Ferreira, 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup de vos explications. Mais je regrette que ces explications n'aient pas été suffisamment détaillées. Nous nous trouvons dans une période où la signification des mots doit être claire. Coordination ex ante, réforme structurelle. Actuellement, cela veut dire une interprétation très
très large qui s'écarte du concept habituel de ces mots. Réforme structurelle, cela est devenu dialogue européen, imposition par la Commission de politiques restrictives, d'écrasement des salaires déterminés de façon externe qui n'ont pratiquement jamais abouti aux objectifs que nous nous étions assignés. Nous devons réacquérir la confiance mutuelle, réintroduire la méthode communautaire, le dialogue et la convergence, de même que la cohésion à côté de la concurrence. L'instrument qui est actuellement prévu, qui est l'instrument du soutien à la convergence et à la concurrence, peut être un instrument très positif si, du moins, il représentera cette nouvelle confiance mutuelle dans la tradition européenne. Il est important qu'on respecte, qu'on reconnaisse que la concurrence est un concept plus large qu'il doit être vu dans la stratégie 2020 et non pas dans l'écrasement des salaires et également une atteinte au marché du travail. Nous devons éviter les impacts croisés d'un pays à un autre qui limitent la marge de manœuvre, notamment dans la zone euro, qu'il y ait des objectifs nationaux, qu'il y ait une concertation qui soit respectée, de même que des objectifs de nature sociaux que nous ne pouvons pas fouler aux pieds. Merci, vous avez beaucoup, vraiment déplacé beaucoup de temps de parole. Alors je donne la parole à Madame Goulard, au nom du collègue libéraux. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire. Comme Jean-Paul Gauzès l'a fait, je tiens vraiment à souligner votre travail et votre détermination au sein du Collège et vis-à-vis des États membres. Notre réponse essaye d'être balancée à vos propositions. Il y a 2 points qui sont extrêmement positifs. Le premier, c'est de prendre en compte l'incidence des décisions des États sur les autres. Je crois que cette coordination ex ante est particulièrement importante. On a jusqu'à présent géré une monnaie unique avec des politiques séparées qui étaient parfois contradictoires, voire néfastes pour les voisins. Le deuxième point positif, c'est cette possibilité de faire du sur-mesure avec des instruments budgétaires pour aider les États à avancer dans la voie de la compétitivité. En revanche, il y a 2 choses qui me préoccupent et que nous avons d'ailleurs relevées dans le texte, mais que je voudrais souligner. La première chose, c'est que vous allez avoir du mal parce que par définition, tout le monde n'aime pas la méthode communautaire, que le semestre européen est plutôt organisé État par État. Donc il faudra faire vraiment attention à ce que ça marche en pratique. Et d'une manière générale, si j'ose dire, on a un peu le sentiment, quand on regarde tout ce qui a été fait ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais que parfois pour les citoyens les résultats tardent à venir. Je me souviens du pacte Euro+, on a eu le six-pack, le fiscal compact. Les gens ne savent pas très bien d'ailleurs ce qui est du droit positif et ce que sont les annonces du Conseil européen. Donc attention aux usines à gaz. La deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de contrat dans l'ordre juridique communautaire. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. On unit des êtres humains, des citoyens qui ne sont pas prisonniers de l'État dans lequel ils sont nés ou dans lequel ils vivent. Et donc les relations contractuelles entre un État et les autorités communautaires, ça serait une discrimination entre les citoyens. Donc ce qui est très important, c'est qu'il y ait un ordre juridique communautaire partagé. Nous comptons sur vous pour le faire respecter. Merci. Merci, Madame Goulard. Maintenant, au nom des Verts, Monsieur Giegold. 2 minutes et demie. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, c'est dommage que le Conseil soit absent lors de ce débat sur l'avenir, parce que vraiment le Conseil serait le centre de bon, ce qui ne nous plaît pas forcément. Le pacte fiscal a créé un précédent et donc il y a vraiment une méfiance vis-à-vis de notre institution et c'est pourquoi notre résolution est nécessaire, importante pour rappeler notre position par rapport aux futurs instruments. Il faut dire que
ailleurs, nous demandons d'autres textes pour que l'eurozone fonctionne correctement. Tous les instruments visent à faire adapter les États aux nécessités d'une monnaie commune. Mais nous n'avons pas suffisamment d'instruments financiers pour que dans ce processus d'adaptation, il y ait chômage et appauvrissement et qu'il y ait une exagération de capital libre et donc des effets inflationnistes dans la zone euro. Donc il faut dire, et bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais enfin, je crois donc qu'il faut travailler aux sujets qui permettront d'avoir une stabilisation du chômage, les sujets qui permettront de stabiliser le budget. Ce n'est pas forcément à l'ordre du jour maintenant, mais ça serait très nécessaire. Le pilier social que le Conseil a aussi discuté devrait être discuté davantage. Si j'ai bien compris, les projets dans la pratique législative du Conseil finalement sont très modestes. Les deux instruments que nous étudions ici sont peut-être encore les plus importants, les plus vivants, mais j'attends ce que vous avez à nous dire sur la coordination ex ante. Vous nous dites que c'est les plus tellement vivantes au Conseil. Et est-ce qu'il y aura législation en la matière? Sur les autres questions, le CCI, l'instrument de convergence compétitivité, il faut que le Parlement dise clairement ce qu'il souhaite et il faut rappeler que les objectifs sont dans le cadre de l'agenda 2020 que nous avons décidé ici et que nous devons nous assurer que l'on évitera que l'on fasse cela d'une manière extérieure au droit communautaire. Merci beaucoup, Monsieur Giegold. Vous avez beaucoup dépassé votre temps de parole maintenant. Au nom des conservateurs et réformistes, 2 minutes. Monsieur Epping. Merci, Président. La Commission a proposé une UEM profonde, générale, qui va approfondir la planification de l'économie. Avec la planification préalable, vous devenez une espèce de bureau de projective. Et que maintenant, c'est les Brejnev bruxellois qui émergent. Monsieur Rehn, vous êtes trop bien pour être comparé à Monsieur Brejnev. Vous n'avez pas non plus, je suppose, le même œil de Moscou. Mais votre politique aura le même effet. Une politique monétaire doit partir de l'union budgétaire. Nous essayons maintenant de corriger les erreurs. Nous avons adopté le two-pack, le six-pack. J'ai même moins voté en faveur. Mais maintenant, vous voulez aller au-delà et vous voulez planifier l'ensemble de l'économie de la zone euro. Une Europe croît suite à l'innovation et à la compétitivité et non pas à cause d'une planification centrifiée. Alors, comment voyez-vous cette planification centrifiée? La Commission des affaires sociales, par la bouche de M. Andor, disait que l'Allemagne doit accroître ses salaires. Selon lui, l'Allemagne est trop concurrentielle, donc elle doit réduire sa compétitivité pour se retrouver au même niveau que les autres pays de l'Europe. Alors, dans quelle mesure la planification centrale est-elle véritablement nécessaire? Moi, je crois que la diversité vient de la force de marché. Il ne faut pas, tandis que le Parlement ici peut planifier au niveau national. Mais je crois que la planification centrale va à l'encontre des parlements nationaux. Il faut donc trouver de nouveaux mécanismes. Et je pense que la planification centrale ne va pas régler tous les problèmes de la zone euro. Il faut bien savoir ceci ne va véritablement que créer la récession de longue durée. Toute analyse, dès lors, devrait commencer par un engagement dans la zone euro et reconnaître que c'est une erreur de conception de la zone euro qui préside à la fonctionnement de celle-ci. Et je crois qu'il faut dès lors reformer, reformuler, refondre cette zone euro. Et je crois qu'il faudrait également envisager des mécanismes possibles de façon à permettre le retrait de la zone euro si possible. Et le cas échéant, il faut pouvoir étudier les options de monnaie parallèle afin d'introduire davantage de flexibilité dans le système. Les planificateurs centraux haïssent à bord la flexibilité. Les Brejnev ne veulent pas accepter l'erreur. Ils préfèrent les cul-de-sac dans lesquels s'engluent les jeunes et où les avenirs s'évaporent et le ressentiment fait florès. Alors, si la perestroïka véritablement n'est pas appliquée, eh bien ce sera trop tard. Votre planification centralisée subira le même destin que les autres. Merci beaucoup. Madame Wortmann-Kool souhaitait vous poser une question. Vous acceptez la question de votre compatriote?
Oui, bien sûr, bien sûr. Madame Wortmann-Kool, vous avez la parole. Monsieur le Président, n'est-ce pas un scandale que Monsieur Epping compare le commissaire Rehn avec Brejnev? Est-ce que ce n'est pas précisément le collègue Epping qui a signé le six-pack et M. Rehn a un rôle indépendant? Et 2 semaines avant les recommandations, n'est-ce pas important de soutenir précisément le commissaire Rehn pour que pour les plus petits pays, pour les plus grands pays comme la France, puissent précisément avoir des recommandations très claires, très précises? C'est bien plus important. J'attends votre réduction. Oui, Madame Wortmann-Kool, je vais peut-être pouvoir répondre en néerlandais. Je vous ai peut-être surestimé, mais... J'ai comparé M. Rehn avec M. Brejnev dans le sens de la planification centrale, pas personnellement, ce n'est pas le même. Et dans l'Union européenne, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers la planification centrale. L'Union européenne était un projet libéral et devient de plus en plus un projet socialiste. Tout doit être présenté à Bruxelles, les parlements nationaux n'ont presque plus rien à dire et cela entraîne beaucoup de mécontentement dans la population. Et il y aura un jour, Madame Wortmann-Kool, que la population va se rebeller, mais ce sera peut-être trop tard pour vous ce moment-là. Merci. Monsieur Epping. Non. Liberté et démocratie. Monsieur Blum. Bon, il n'est pas là. Il n'est pas dans l'hémicycle. Même si la liberté et la démocratie sont bel et bien présentes, mais le représentant de ce groupe, non. Alors, nous allons donner la parole à M. Klute, qui parle au nom de la gauche unitaire. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Merci, M. le Président. Mon point de vue personnel, c'est que je suis persuadé qu'il faut une intégration économique plus grande, ça c'est sûr, mais ça ne marche que si c'est accompagné d'une politique fiscale et d'une intégration à ce niveau-là. Et c'est justement le problème, parce que suite à la crise, la manière dont le Conseil a traité la crise, et d'ailleurs ça a été critiqué par Jean-Paul Gauzès, en fait, maintenant, de plus en plus de citoyens ont perdu la confiance dans l'Union européenne. Beaucoup de citoyens ressentent l'Union européenne comme étant une institution qui enlève toute leur sécurité sociale. Regardez le chômage des jeunes, en particulier, qui a beaucoup augmenté dans le sud de l'Europe. Et donc, on peut comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, avant d'aller vers une intégration économique, il faut absolument parler avec les citoyens pour rétablir la confiance et leur expliquer clairement que nous allons prendre des mesures pour stabiliser leur sécurité au niveau social. Je ne pense pas que des normes minimales sociales doivent être laissées de côté, sinon le processus échouera, le processus d'intégration. Moi, je regretterais beaucoup que ce projet d'union échoue. J'ai toujours été lié à ce projet. Ça va au-delà de l'intégration économique, mais ça ne doit pas se faire, en tout cas, aux dépens de la sécurité des citoyens dans le domaine social. Et lorsqu'ils se trouvent dans une situation de crise, les citoyens risquent de ne pas aller de l'avant. Ça risque de remettre en danger le projet. Donc, n'oublions pas le côté social dans ce projet. Bien, vous avez dépassé votre temps de parole. J'ai passé la parole au nom des non-inscrits à Monsieur Zijlstra. Pour 1 minute 30. Merci, Président. Président, ces plans d'élargissement et d'approfondissement de l'UEM vont donner davantage de pouvoir encore à la Commission européenne. Les plans de réforme nationale doivent être adoptés au préalable par la Commission européenne avant d'être envoyés
aux parlements nationaux ce qui entache encore et défaufile la souveraineté nationale. La Commission aurait le droit de rejeter toute proposition. C'est ça le sens de la concertation préalable, ce qui empêcherait le débat national au sein des parlements. Et personne ne doit se réjouir de ce type de proposition qui émasculerait le rôle des parlements nationaux. Bien au contraire, nous devons renforcer les représentations nationales. Comment peut-on accepter la disparition de la démocratie alors que dans tellement de pays on a lutté pour cette démocratie? On entend souvent des appels à davantage de démocratie. Nous avons maintenant l'occasion de recréer cette démocratie. Alors renforçons cette démocratie et rejetons ces propositions de la Commission. Cette union totale, comme je l'appellerais, ne va pas dans le sens du citoyen. La zone euro n'arrive pas à sortir du gouffre économique. Et nous sommes les seuls. Pourquoi? Parce que l'union monétaire ne fonctionne pas dans sa forme actuelle. Et la zone euro, dès lors, doit être démantelée. Et les souverainetés nationales doivent être renforcées de façon à ce que les États membres assument eux-mêmes la tâche de garantir la prospérité et le bien-être à leurs citoyens. Il faut donc moins de pouvoir centralisé et davantage de démocratie. Il faut montrer que nous ne sommes pas simplement un Parlement qui ne veut pas de centralisation. C'est tout ce que nous devons essayer de prouver. Merci. Gracias, colega. Terminado. Merci. Nous avons donc terminé la liste des orateurs au nom des groupes. Maintenant, nous passons aux collègues qui interviennent à titre individuel. Et d'abord, M. Brok, 2 minutes et demie. Monsieur le Président, chers commissaires, chers collègues, après les interventions, nous serions dans une situation sociale beaucoup plus grave sans l'euro, parce que l'euro nous oblige ensemble à la solidarité. Il y a déjà eu des faillites catastrophiques dans certains pays et la cohésion de l'Europe a permis d'éviter la faillite et nous ne le faisons pas encore suffisamment et c'est pour cela qu'il y a ce rapport et je remercie Madame Bowles de ce rapport et la coordination ex-ante doit continuer. Nous avons décidé au cours des 2 dernières années d'un certain nombre d'instruments et nous pouvons véritablement dire qu'il ne faut pas toujours inventer quelque chose de nouveau. Nous avons déjà le six-pack, le two-pack, nous avons peut-être un peu perdu les liens, mais je pense que c'est une bonne chose que la Commission ait fait 2 communications, c'est bien parce que le travail des Sherpas est très utile. La Commission doit faire des propositions législatives et plus il y aura de ces positions, plus il y aura de la politique communautaire. Je pense par ailleurs que les propositions du président Hollande sont mauvaises. Mauvaises parce qu'elles sont intergouvernementales, créent une nouvelle situation et n'appliquent ni le Parlement européen, ni le Parlement, ni les parlements nationaux. Nous sommes une Europe à 27 pays, tous souhaitent participer. Il ne faut pas établir de nouvelles frontières, de nouvelles entraves en Europe. Je pense que le Parlement européen doit décider, notamment là où les décisions doivent être prises dans le cadre du semestre européen, et établir un certain nombre d'orientations. Et les parlements nationaux doivent avoir un droit de ratification. Il ne peut pas y avoir de nouveaux déficits démocratiques de non-participation dans cette procédure et nous devons être particulièrement vigilants. Nous devons pas seulement avoir des mesures d'épargne ou des mesures structurelles, il faut également voir le volet social, mais il faut également favoriser la concurrence, que les institutions au niveau européen soient favorisées. Il y a beaucoup d'argent pour la Grèce, mais les responsables grecs n'arrivent pas à appliquer les projets. Nous devons véritablement améliorer, par exemple, les structures de la formation en Espagne. Il faut éviter ce chômage trop important des jeunes. Voilà ce qu'il faut faire. Améliorer la position concurrentielle et la croissance n'est possible que si nous avons de véritables structures permettant cette croissance. Et l'argent n'aura un effet positif que si les structures restent entières. Ceci ne vaut pas seulement pour les fonds publics. Ce n'est que lorsqu'on a des bonnes structures qu'il y aura également des investissements privés permettant la croissance.
Vous avez beaucoup dépassé votre temps de parole. Señor Brok. Monsieur Brok, vous devriez m'écouter avec vos... Monsieur Brok, mettez vos écouteurs, voilà. Un exercice assez rare. C'est bizarre, il y a un collègue de votre groupe et de votre nationalité, Monsieur Rubik, qui souhaite vous poser une question. Est-ce que vous acceptez la question de Monsieur Rubik? C'est un honneur, en effet. Monsieur Rubik, voulez-vous bien honorer votre collègue de votre question? Merci. Mon collègue allemand, moi je suis autrichien, nous nous posons pas mal de questions. Savoir si l'impôt sur les transactions financières permettra d'abonder les ressources propres et peut-être un parachute pour le capital. Est-ce qu'on ne pourra pas, avec cela, avoir davantage de stabilité? J'aimerais donc savoir ce qu'en pense Elmar Brok. Moi, je trouve... Moi, je vous en prie, vous appellerez. Je trouve qu'il est important d'avoir une négociation dans le cadre des perspectives financières, parler aussi des ressources propres, et je trouve que cette taxe sur les transactions pourrait être un instrument utile pour ce faire, pour avoir, en plus de l'effet positif sur les transactions, M. Kirkhope est même contre l'euro et considère ça évidemment sans aucune compréhension de sa part, mais enfin, Monsieur Rubik, je trouve qu'en effet, vous avez une bonne idée. Merci, Monsieur Brok. Monsieur Gualtieri, vous avez la parole pour 1 minute et demie. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire, cette résolution, cette question prévoit des thèmes sur lesquels il y a convergence du Parlement. Je vais essayer de résumer ces convergences. D'abord, l'ICC doit être mis en place en codécision et ouvert aux pays non-euro sur base volontaire. Deuxièmement, c'est bien un mécanisme à base d'encouragement, mais il faut clarifier les choses. Nous parlons de ressources supplémentaires et pas de conditionnalité macroéconomique. Troisièmement, les ressources de l'ICC doivent se trouver dans le budget de l'Union européenne, non un modèle EDF. Où on a des contributions financées par certains États membres. ICC pourrait être un embryon de futur budget de l'eurozone. Nous proposons des recommandations spécifiques au niveau pays et d'autre part, il y a des plans nationaux d'application qui sont définis au niveau des États membres avec la participation à ce moment-là des États membres. Les déséquilibres sociaux, cinquièmement, doivent avoir la même importance que les questions compétitivité-prix. Nous pensons que la position du Parlement est raisonnable et nous espérons qu'elle sera prise en considération. Surtout, nous souhaitons une proposition législative sur l'ICC rapidement. Et nous pensons que les processus en cours au Conseil ne devraient pas influencer négativement le pouvoir législatif de la Commission qui ne doit pas attendre le feu vert du Conseil. Merci Roberto. Pour 1 minute, Madame Lunacek. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, voilà 1 an précisément que le pacte budgétaire était adopté contre la méthode communautaire sans les voix du Parlement européen avec des mesures d'austérité massives qui vont encore faire avancer la pauvreté. Maintenant, ce sont des propositions sur la compétitivité qui sont présentées. Madame Merkel, quand elle a parlé ici de droit public sur la compétitivité, il va y avoir, si vous voulez, des accords individuels entre la Commission et les États membres. Est-ce que celles et ceux qui unilatéralement promeuvent ce système n'ont pas compris que l'on veut toujours plus de compétitivité, plus d'économie, plus d'austérité, mais que c'est une façon antidémocratique de procéder. Et que ce faisant, aussi bien les parlements ainsi que les citoyens de ce continent sont confrontés à l'inégalité et au fossé social, à l'exclusion sociale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est plus de démocratie, plus de participation du Parlement national, plus de participation du Parlement national, plus de solidarité et de la participation pleine et complète de tous les partenaires sociaux à ce processus. Ce n'est que de cette façon que nous arriverons à convaincre les populations du sens
de l'Union européenne, du sens de la solidarité européenne. Ce n'est que de cette façon que nous y arriverons. Merci. Merci beaucoup, Madame Lunacek, et félicitations aux interprètes. Merci, Monsieur le Président, qui arrivent à faire leur travail sans appeler au Président à vous ralentir. Je vais maintenant passer la parole à Madame Ford pour 2 minutes. Good morning. Bonjour. Mon groupe va voter contre ce rapport. Pas tous les membres de l'Union européenne sont dans la zone euro et nous, c'est clair qu'on ne va pas adhérer à l'Union européenne. Je crois à la souveraineté nationale et je pense que c'est moi qui dois dire aux pays de la zone euro ce qu'ils doivent faire. Mais il y a des moments dans la discussion où l'intérêt des pays non eurozone sont concernés. La motion qui demande une convergence et plus de compétences, enfin, cet instrument semble innocent mais pourrait permettre un transfert plus important de l'argent des contribuables. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on souhaiterait le faire. Je me demande si d'ailleurs on a demandé leur avis, mais je suis préoccupé par l'impact que cela peut avoir en dehors de la zone euro. Nous avons un accord unanime des 27 pays qui sont nécessaires pour les budgets tous les 7 ans. Moi, je pense que le budget européen est trop important. Ce Parlement pense que ce budget devrait devenir encore plus important. Je me réjouis donc que les parlements nationaux aient tous les 7 ans la possibilité de réduire les dépenses de ces grands dépenseurs. Et nous, maintenant, on demande un nouveau mécanisme dans la méthode communautaire, précisément pour permettre l'autorité budgétaire du Parlement européen. Alors, cela veut dire que nous sommes sur une pente très glissante parce que cela donne plus de droits au Parlement européen pour dépasser les gouvernements nationaux. Et il est clair que les citoyens, notamment ceux dans l'eurozone, pensent déjà qu'ils ont perdu le contrôle sur leur destin. C'est au Parlement national à décider les questions budgétaires et le rôle du Parlement européen ne doit pas être gonflé. Merci, Madame Anderson. 1 minute. La réponse européenne à la crise, telle qu'elle ressort par cette résolution, a été orientée par de mauvaises approches idéologiques. Alors, au lieu de changer les mauvaises idéologies, les mauvaises politiques, on refait encore et encore les mêmes choses et on attend le résultat. Indifférent, c'est vraiment la folie. On donne plus d'obligations aux États membres de suivre cette mauvaise idéologie. Je crois que c'est la bonne recette pour de futures catastrophes. Alors, où est le programme d'investissement qui serait nécessaire pour créer des emplois, faire avancer le GNV? Où sont les règles pour éliminer la dette toxique? Comment éliminer les erreurs des banques? Comment recapitaliser des banques alors que ça a été promis par le mécanisme? Où est le pays de dernier recours qui devrait être fourni par la BCE? Nous avons le pire des différents mondes. Nous n'avons pas de transfert de richesse, mais nous avons ce que serait justement, c'est vraiment de l'analphabétisme économique. Madame Anderson, maintenant nous avons 2 minutes et demie pour notre collègue Fay. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Je voudrais commencer par vous féliciter de ce cheminement très long avec le Parlement européen pour essayer de perfectionner l'union économique et monétaire. On a pu revoir le pacte de croissance et de stabilité, établir une législation pour les équilibres macroéconomiques dans l'Union européenne et également améliorer les règles de nature budgétaire. Mais de plus en plus, ce qui nous est demandé depuis très longtemps, c'est qu'il y ait à la fois
discipline budgétaire et croissance dans l'Union européenne. C'est une tâche énorme qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais c'est demandé de façon de plus en plus urgente par nos citoyens. Et pour cela, il faut qu'il y ait une solution européenne. Je félicite donc la Commission de sa communication. Nous espérons que très rapidement, il y aura une initiative législative sur des matières aussi importantes comme la coordination des réformes structurelles pour la croissance des économies ou alors un instrument pour la convergence et la concurrence. J'aimerais, Monsieur le Commissaire, savoir si ces mesures peuvent être comprises dans l'idée que dans l'Union économique et monétaire, on peut établir un lien entre sanctions et encouragement nécessaire aux États. Encouragement pour des pays qui respectent les règles. Et je viens d'un pays qui a respecté avec beaucoup de risques ces règles. Mais ces mêmes pays doivent également pouvoir être encouragés, récompensés pour avoir respecté ces règles. Et ceci afin que les citoyens comprennent que les sacrifices qu'ils font en valent la peine. Il est nécessaire que ces encouragements ne se fassent pas ponctuellement, mais puissent être systématiquement inclus dans notre législation. J'ose espérer qu'il en sera le cas et voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci, chers collègues. Maintenant, 1 minute et demie à Monsieur Wangnok. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'Europe est à la croisée des chemins. Ou bien elle sort du piège de l'austérité et réalise un saut vers la démocratie, ou bien les peuples finiront par la détester. Il faut agir vite. Le président du Conseil a remis sa feuille de route. La Commission a rédigé son blueprint. François Hollande vient d'en appeler à la mise en œuvre d'un véritable gouvernement économique. Le Parlement européen doit prendre part à ce processus. Il n'a malheureusement pas été consulté pour Chypre et ne peut rien face à la Troïka. Mes chers collègues, un gouvernement sans Parlement, n'est-ce pas le propre d'une dictature? Le Parlement l'a rappelé dans le rapport Thyssen. Il doit être présent dans toutes les étapes du semestre européen, du débat sur l'AGS au contrôle des recommandations spécifiques par pays. Il doit être au cœur du contrôle du futur budget de la zone euro. C'est pourquoi la contractualisation bilatérale entre la Commission et les États doit absolument être rejetée. Elle revient à généraliser dans toute l'Union la méthode d'une troïka qui s'est trompée sur toute la ligne. La troïka n'est pas une expérience à imiter, c'est une aberration à supprimer. Enfin, face au renforcement du gouvernement de la zone euro, le Parlement doit se doter de sa propre structure zone euro pour faire face aux États qui ne manquent jamais de faire valoir leurs intérêts particuliers sur l'intérêt général du citoyen européen. Mes chers collègues, la démocratie doit être au cœur de l'Union économique et monétaire. Nous devons construire une Europe des citoyens, pas une Europe des contrats. Merci, chers collègues. Maintenant, 1 minute à Monsieur Ferreira. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, l'Union économique et monétaire a été et reste un projet du grand capital européen. En 2001 et 2010, les valeurs accumulées pendant une décennie d'euros, les bénéfices augmentaient de 36% dans la zone euro. Dans la même période, le coût unitaire du travail a été réduit d'1%. D'où les objectifs du problème. Là, l'euro n'a pas échoué. Les conséquences sont visibles. Dégradation des conditions de vie et de travail, diminution du poids du salaire dans le revenu national, chômage, stagnation, destruction des systèmes de production, désindustrialisation des pays périphériques, transformation en consommateurs de la production excédentaire des produits du centre. Cette voie n'est pas durable. Ceux qui en ont bénéficié, ceci dit, ne veulent pas revenir en arrière. Ils souhaitent aller de l'avant. Comme toujours dans l'intégration, on légitime ce qu'on a fait avant et on justifie la suite. Eh bien, comptez sur la lutte des travailleurs et des peuples européens. Merci, João. Monsieur Salba, 2 minutes et demie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, lorsque nous avons construit la zone euro, nous savions qu'elle souffrait de quelques imperfections dues au fait que nous partagions une politique monétaire, mais pas une union fiscale et pas non plus une union politique. Et cela a montré le manque de coordination déjà dans le rapport Koch de 2005. La crise de 2008 a encore souligné ces imperfections, mais soyons positifs. Cela nous a aussi donné la possibilité d'abord de dépasser la crise, mais aussi d'améliorer toute l'architecture de l'Union et de l'euro. Nous avons repris la philosophie de l'Union européenne depuis le début, c'est-à-dire avancer pas à pas, avancer par étapes, en faisant ce que l'on a décidé de faire. Maintenant, nous revenons apparemment à cette philosophie, et un des grands défis, c'est de créer une vraie union économique. L'union bancaire, c'est un des aspects prioritaires sur lesquels nous voulons avancer dans l'union économique, comme d'ailleurs nous l'avons dit hier dans cette salle. Ce n'est qu'un pas qui montre combien la solidarité est importante. Une solidarité que nous n'avons pas encore automatisée, mais que nous revendiquons tout le temps dans le droit européen. Et d'ailleurs, M. Gauzès a très bien dit qu'il fallait revendiquer une dimension sociale. Il faut la mettre en place, c'est nécessaire dans une période de difficulté. La coordination ex-ante des réformes économiques et l'instrument de convergence et de compétitivité sont les éléments clés pour mettre en place une solidarité automatique entre les États membres qui partagent la même monnaie, mais qui parfois ne partagent pas le même horizon commun, semble-t-il. Il est donc important que la coordination ex-ante s'applique aux États membres de l'euro, mais qu'ils aient quand même une responsabilité dans le domaine des réformes. L'instrument de convergence et de compétitivité doit être associé à un instrument financier avec des capacités budgétaires pour éviter les erreurs du passé. Ces deux instruments seront un pas supplémentaire qui nous amènera vers cette nécessaire union monétaire et union politique. C'est pourquoi la résolution est extrêmement importante. Merci, Monsieur le Président. Pablo. Merci, Pablo. Maintenant, 1 minute et demie pour Monsieur Coutas. Merci, Monsieur le Président. Afin de permettre la sortie de la récession prolongée de l'Union européenne, la feuille de route pour une union économique et monétaire devrait se concentrer sur les mesures sociales et de croissance. Malheureusement, ceci n'est qu'une nouvelle tentative de rendre plus flexible le marché du travail et les salaires, un vrai danger pour l'Europe sociale. La coordination des réformes structurelles au niveau européen est nécessaire afin de réduire certaines des disparités. Le document de la Commission, par contre, semble vouloir mettre en place certaines réformes, celles qui privilégient l'austérité, c'est-à-dire nouvelles privatisations, coupes salariales, déréglementation de la législation du travail et l'affaiblissement des syndicats. L'Europe ne sortira pas de l'abîme politique et économique par la rigueur. Et le processus de redressement économique des États-Unis semble entretenir cette même idée. Il n'est pas trop tard, cependant, de s'engager sur la bonne voie. Parmi les mesures que la Commission devrait promouvoir, il y a un salaire minimum national dans tous les États membres et mettre le pilier social au cœur des politiques économiques. En même temps, la solidarité européenne, à travers la garantie commune des dettes publiques, devient fondamentale pour l'avenir. Merci. Gracias, George. Merci beaucoup, Georges. Maintenant, passer la parole pour 1 minute à M. Sanchez Presedo. Merci, Président. Le comportement de l'économie européenne depuis la création de l'UEM a été insatisfaisant. Les États membres n'ont pas rempli les obligations du pacte de stabilité et de croissance et l'Union n'a pas atteint les objectifs de la stratégie de Lisbonne. L'Europe est la zone du monde qui réagit le moins bien aux défis de la crise. Les politiques d'ajustement
sans discrimination, sans différenciation, mener à des pertes d'emplois, à la contraction économique et à davantage d'endettement global, et ont ouvert des fissures au sein même de l'Union européenne. L'UEM doit évoluer, reprendre à la fois discipline et stimulant, solidarité et discipline. Il faut faire avancer ce principe de coordination préalable. Ça va dans le bon sens. Mais ceci doit s'inscrire dans un cadre de politique économique commune. Il est nécessaire d'ouvrir le chemin vers une politique d'incitation à l'investissement dans ce cadre de la politique économique commune, conformément aux objectifs de l'UE 2020 pour accroître la compétitivité. Cependant, pour améliorer la compétitivité, il faut avoir une approche holistique, multi-ocellaire, encourager une coopération européenne basée sur des ressources budgétaires en deçà de ce qui était prévu, sur une solidarité sociale aussi et sous un contrôle démocratique. Et il faut également, pour recréer la croissance, prendre l'initiative en matière de crédit pour garantir la durabilité des finances publiques et pour relancer la croissance. Merci. Merci Antoline, tu as dépassé ton temps de parole. Nous allons maintenant passer la parole à M. Blum, qui aurait dû intervenir en tant qu'orateur au nom du groupe pour la liberté et la démocratie. Il n'était pas présent au moment où nous avons voulu lui passer la parole. Maintenant, il est présent. Je crois qu'il est utile de lui donner la minute 30 qui lui échoit. Monsieur Blum, à vous pour 1 minute 30. Thank you, Mr. President, and, Merci. Mes excuses de ne pas avoir été présent, c'est peu habituel et merci de votre amabilité. C'est intéressant, non? Une des grandes questions politiques au Royaume-Uni, lorsque l'on parle de l'euro, c'est le mot conspiration. Et nous discutons beaucoup dans les pubs de cette conspiration, mais nous ne sommes pas tout à fait certains. Il doit être clair pour tous ceux qui ont un minimum de compréhension économique que cette monnaie commune était destinée à l'échec si elle n'était pas accompagnée de politique fiscale. Il faut qu'il y ait une politique fiscale pour qu'il y ait une monnaie et un taux d'intérêt. Cela va ensemble. Cela doit faire partie du même phénomène. Alors la théorie de la conspiration dit « Ah, mais il savait qu'il y aurait un échec. Il savait que cela amènerait de la tristesse pour beaucoup de pays qui malheureusement et stupidement font partie de cette monnaie commune. » Alors, que se passera-t-il lorsqu'il y aura l'écroulement, lorsque le tout prendra feu? À ce moment-là, eux, les conspirateurs, vont pouvoir imposer un système non démocratique de gouvernement aux populations, qu'ils l'aiment ou pas. Et voilà le premier acte. C'est ce que nous avons avec ce document. C'est ce que nous avons avec ce document. C'est le premier acte d'une procédure non démocratique pour que les électeurs ordinaires disparaissent du système. Merci, Monsieur Blum. Nous avons maintenant les interventions à la demande. Pardon? Pardon? Une collègue a demandé à vous poser une question, Monsieur Blum. Acceptez-vous cette question de notre collègue Mia Konsari? Certainement. Alors à vous la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit au début de votre intervention que l'UEM va échouer si nous n'avons pas de plus de conditions plus strictes. C'est vrai, sans doute, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se réjouir maintenant pour le fait qu'on a pu trouver des systèmes pour coordonner la politique économique? Vous pourriez dire clairement que nous nous trouvons sur la bonne voie. Et en ce qui concerne le manque de démocratie, il ne faut pas s'opposer le Parlement européen aux parlements nationaux, parce que nous avons besoin d'un renforcement de tous les deux. Señor Blum, por favor. Merci, Monsieur Blum. Oui, ça dépend de la manière de voir les choses. En fait, moi, je dirais
qu'il n'y a pas de mandat pour une politique budgétaire. Bon, soit il faut soumettre ça à un référendum, et au Royaume-Uni, vous savez qu'on nous a promis un référendum. Finalement, on ne l'a jamais organisé depuis des années. Donc je ne peux parler évidemment qu'au nom du Royaume-Uni, et il n'y a en tout cas pas de mandat démocratique. Donc on ne peut pas faire avancer ces politiques budgétaires communes. Si vous demandez aux gens à Rome, ou à Madrid, Lisbonne ou Athènes, eh bien vous aurez la réponse. Merci, Monsieur Blum. Maintenant, des demandes on va donner la parole à Madame Papadopoulou, Antigone. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'impression que la Commission que l'Eurogroupe et l'Eurozone se trouvent dans une situation difficile. La Troïka n'a pas de légitimité démocratique, ne répond pas devant le Parlement national, ne répond pas devant le Parlement européen, impose des mesures à l'Union européenne sans investissement et détruit au niveau économique et social ces pays. Vous voyez la situation de la Grèce et la situation de Chypre. Quant au cas de Chypre, Monsieur le Commissaire, je crois que le Parlement européen aurait dû comprendre que les politiques de l'Eurogroupe étaient mauvaises. Quant à la manière dont on traitait les dépôts notamment. Alors, je me demande comment trouver une solution aux erreurs de l'Eurogroupe. Pensons par exemple aux citoyens de Chypre. Qui a maintenant la parole. Madam President. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour leur participation à ce débat de fond. Je commencerai mon intervention en soulignant que je suis d'accord avec les députés comme Madame Ferrat, Monsieur Gauzès, Monsieur Giegold et Monsieur Klute. Ils ont souligné à l'envi l'importance de la dimension sociale de l'Union européenne. C'est un élément nodal de l'économie de marché européenne, ainsi que de l'UEM. Nous aurons l'occasion d'en parler au fil du débat prochain, quand nous parlerons du pilier social. Ensuite, en ce qui concerne les déclarations de Madame Goulard et de Monsieur Brok sur la méthode communautaire, pour la Commission, notre approche repose fermement sur la méthode communautaire. En effet, par expérience, nous pensons que cette méthode est la seule façon de garantir des politiques durables ainsi que des progrès et une légitimité démocratique, tout comme d'ailleurs une redevabilité politique. Ce qui signifie que les instruments intergouvernementaux, tôt ou tard, devront s'insérer dans un cadre communautaire. Nous avons également repris une référence à la déclaration de Madame Ford, qui évoquait l'évolution et la suite de l'UEM, qui doit préserver l'intégrité de l'Union européenne dans son ensemble. Je voudrais également souligner une chose. Selon nous, le principe directeur de l'avenir de l'Union économique et monétaire est le suivant. Tout pas vers davantage de solidarité et de mutualisation du risque économique devra être flanqué et accompagné de responsabilité et de rigueur budgétaire. En d'autres termes, si vous voulez partager la souveraineté et intégrer davantage l'Union européenne, ça ne se fait pas sans contrepartie. Madame Goulard, vous avez fait référence à la nature fragmentée des recommandations par pays. Permettez-moi de souligner qu'en fait, nous avons également des recommandations par pays pour la zone euro, pour des raisons évidentes. Et vous savez qu'il y a des effets de débordement et une interdépendance marquée entre les différents États membres de la zone euro.
C'est la raison pour laquelle nous voulons fournir un avis politique, non seulement pour les différents pays, mais pour l'ensemble de la zone euro, de façon à ce que l'Eurogroupe puisse, de façon proactive, trouver le mix politique adéquat permettant de créer une relance et de jeter les bases d'une croissance durable, tout en améliorant la situation sur le front de l'emploi. M. Giegold a également fait référence au débat au sein du Conseil. Je suis d'accord, M. Giegold. Nous escomptons maintenant que le Conseil discute de la coordination ex ante ainsi que des grandes réformes économiques qui l'attendent. Nous voulons également qu'on évoque les mécanismes de solidarité financière et ensuite que le Conseil puisse apporter son écho, nous l'espérons positif et constructif. Finalement, Monsieur le Président, un commentaire vis-à-vis de M. Epping. M. Epping est souvent très amusant dans son acrobatie verbale. Cette comparaison avec M. Brejnev est à la fois incorrecte et inadéquate. C'est une très mauvaise blague, de très mauvais goût, et je suis certain qu'il peut trouver beaucoup mieux, à moins qu'il ne soit bien sûr à court d'idées. La raison pour laquelle je trouve que cette comparaison est tout à fait inadéquate et inappropriée, c'est que j'ai eu suffisamment de parents qui, durant la guerre d'hiver en Finlande, ont payé de leur vie les agissements de M. Brejnev pour arrêter l'armée rouge et le totalitarisme. J'ai beaucoup de parents qui sont morts durant cette guerre pour que la démocratie européenne voie le jour. Mon grand-père a servi 5 ans sur le front. Et après la guerre d'hiver, après ses expériences dans mon pays, il m'a dit « J'ai passé 5 ans, le regard tourné vers l'Est. Depuis lors, maintenant, je veux me tourner vers l'Ouest, me disait-il. Moi-même, je me tourne à la fois vers l'Ouest et vers l'Est. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec M. Klute. Il a eu raison de le souligner. Monsieur Epping, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne doit être maintenue et se développer en un véritable projet de paix. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Voilà qui termine la discussion sur cette question orale sur les futures propositions législatives sur l'UEM. J'ai quelques annonces. Pardon, c'est terminé. Débat suivant. J'ai reçu du groupe SND des demandes de nomination dans les commissions et délégations parlementaires. La liste de ces nominations figurera au procès-verbal de cette séance. Et si aucune observation n'a été présentée jusqu'à l'adoption du procès-verbal, ces nominations seront réputées dès lors adoptées. Et donc, nous passons à la suite de ce débat sur le pilier social de l'Union économique et monétaire. Il s'agit ici d'une déclaration de la Commission. Et donc, Monsieur le Commissaire, je vous rends la parole sur cet aspect. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, le président Barroso, moi-même, avons préparé des mesures pour renforcer le côté social de l'Union monétaire. Et nous concentrons sur des sujets qui sont particulièrement importants pour le fonctionnement de la zone euro, tout en respectant bien sûr le caractère beaucoup plus général de l'agenda social, donc concernant l'ensemble des États de l'Union européenne. Étant donné la récession et étant donné le chômage très élevé dans plusieurs pays d'Europe, il faut tout faire pour dépasser cette crise du chômage. Toutes les institutions doivent travailler dans le cadre de leur propre mandat. Chaque État membre doit travailler individuellement, mais aussi conjointement en tant qu'union pour faire face à ces défis communs. Les mélanges politiques de l'Union visent à revenir à la reprise, créer les bases de la création d'emplois, les politiques monétaires. On va probablement rester dans les mêmes domaines, sur la même voie, mais il faut aller plus loin dans le domaine budgétaire. Et cela nous est imposé par le contexte économique. Les réformes structurelles doivent être intensifiées pour que de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois puissent être créés. Des politiques actives sur le marché du travail sont nécessaires pour lutter contre le chômage des jeunes
Et c'est d'ailleurs l'idée de cette initiative pour les jeunes. Concernant la dimension sociale de l'UEM, nous nous concentrons sur la manière de mieux l'intégrer dans les structures actuelles de la gouvernance économique. Par exemple, il devrait être possible de renforcer l'emploi, la croissance dans le cadre du semestre européen, et un tableau de bord est donc élargi pour ce faire. L'examen des index pourrait également nous permettre d'analyser plus souvent les politiques d'emploi, les politiques de croissance et voir quelles sont les politiques que nous pouvons suivre pour limiter les problèmes sociaux et donc améliorer l'emploi. Le système monétaire élargi permettrait de mieux coordonner les politiques pour faire face aux grands défis en temps utile et même à titre préventif, en prenant en considération le chômage dans le cadre général des politiques. On pourrait le faire en redistribuant les instruments financiers disponibles pour aider les pays qui sont en processus d'ajustement et qui connaissent des problèmes sociaux, en assurant